Merci beaucoup à Alain pour l'invitation. Merci à tous ceux d'entre vous qui, un lendemain de 1er mai, s'infligent de venir ici pour écouter des philosophes et même des économistes. Je suis très heureux d'être ici et de retrouver mes grands frères Soul, Suleiman Bachir Diagne, mon frère presque jumeau Achille, Françoise Vergès et Lydie Moudileno et tous les autres. Mon propos va probablement être un peu différent de ce que vous entendrez le long de la journée, parce que moi, j'essaie d'être un homme pratique. Je crois comme Alain Mambankou que le cerveau est important, mais je pense aussi que si l'estomac ne répond pas, il n'y aura pas de cerveau. Donc voilà. Il y a quelques années, des amis, des intellectuels africains m'ont contacté. À l'époque, j'étais à Washington, à la Banque mondiale, pour me demander de m'associer à des initiatives pour répondre très vigoureusement à un chef d'État occidental qui avait prétendu que l'homme africain n'était pas entré dans l'histoire. Alors j'ai reçu, comme j'imagine tous les intellectuels africains, beaucoup de sollicitations pour m'exprimer là-dessus. Et je n'ai pas voulu le faire. En fait, ça m'avait amusé. Parce que, d'abord, qu'un chef d'État occidental qu'on prendrait a priori au sérieux, en tout cas qu'on supposerait bien entouré, dise une chose pareille. J'ai trouvé que c'était sympathique parce que ça prouvait en fait qu'ils sont aussi mauvais que les nôtres et que oui, bien sûr. J'ai pensé qu'il y avait là une sorte de démocratisation de l'imbécilité qui était rassurante. Voilà. Donc moi, ça ne me gênait pas du tout. Et puis, pour être un peu plus sérieux, franchement, ce que pense un chef d'État africain de moi ou de l'Afrique m'importe absolument peu. Je n'ai jamais eu beaucoup de temps à consacrer à ce que dit le président américain ou chinois ou russe de l'Afrique. Vraiment, c'est loin de mes préoccupations. Évidemment, je me suis fait dire, mais non, ce n'est pas n'importe qui, leurs décisions influencent ce qui se passe en Afrique, ce qui est vrai. Mais pour ce qui me concerne, la seule chose vraiment qui m'intéresse, c'est ce que les Africains eux-mêmes pensent d'eux-mêmes. Ce n'est pas ce que pensent des gens à Paris, Bruxelles ou Washington. C'est pour ça que je n'ai pas été, je ne suis toujours pas un de ceux qui se sont sentis renaître quand notre ami Barack s'est fait élire président. Pour moi, c'était un président américain. Et du point de vue de l'endroit où je me situe comme Africain, intéressé par donc les questions de politique extérieure américaine ou occidentale vers l'Afrique et les politiques économiques, je ne pensais pas que l'élection de quelqu'un dont un parent était né au Kenya allait changer la vie quotidienne des gens au Burundi. Donc voilà. Même si, évidemment, je n'en sous-estimais pas le symbole. Encore que j'appartiens à la génération des gens nés juste après les indépendances, je n'ai jamais pensé que j'avais un déficit de valorisation de moi-même. Peut-être que c'est une erreur, mais bon, en tout cas. Je voudrais juste dire deux choses. Les discours des Africains, donc ceux qui m'intéressent sur l'Afrique, pas ceux qui sont dans cette salle, mais beaucoup d'autres, peuvent être catégorisés, je pense, un peu schématiquement, en deux groupes. Il y a d'abord ceux que j'appellerais les structuralistes, entre guillemets, des gens plus ou moins de gauche, qui pensent que la situation de l'Afrique aujourd'hui, qui, comme on le sait, n'est pas toujours très brillante. Donc alors, la première catégorie, évidemment, elle est très schématique et sans doute un peu injuste, c'est les intellectuels qui se disent un peu de gauche et qui considèrent que les problèmes de l'Afrique sont surtout d'origine structurelle, entre guillemets.
historiques, l'esclavage, la colonisation et tout ça, le commerce international, le nouvel ordre économique mondial, enfin des choses de ce genre, qui, de leur point de vue, ne sont pas facilement changeables. Et puis, il y a en face une deuxième catégorie de gens qui pensent que les problèmes de l'Afrique sont surtout dus au fait que les Africains ne veulent pas ou se refusent à assumer leurs responsabilités et qu'ils sont un peu prisonniers donc, de l'histoire et de leur culture, entre guillemets, qui serait comme coagulée dans le temps. Alors bon, ceux qui tiennent ce deuxième discours sont généralement des gens plutôt conservateurs, encore que. Mais il y a cette dichotomie-là que je trouve souvent dans le discours sur l'Afrique, entre d'un côté les structuralistes de gauche un peu, à mon avis, enfermés dans le passé, et puis de l'autre, le discours culturaliste, entre guillemets encore, de ceux qui estiment que les Africains ne veulent pas prendre leurs responsabilités parce qu'ils s'accommodent quelque part des tragédies de l'histoire. Et ils soulignent le fait que l'Afrique n'a pas le monopole de la souffrance, que l'Afrique n'est pas la seule région du monde qui a été colonisée, violentée, violée. Ils citent le fait que d'autres peuples, d'autres régions du monde ont connu des diasporas, la Shoah. Certains pays ont même reçu des bombes atomiques, plusieurs sur la tête, et s'en sont remis, ou en tout cas relevés. Alors il y a ces deux discours-là qui, généralement, négligent ce qui me paraît, évidemment, être le plus important, qui est l'économique. Voilà. D'un côté, on considère les Africains comme les victimes d'un ordre supérieur, d'une sorte de méta-force presque incontrôlable. Et de l'autre, on les considère comme des enfants qui n'arrivent pas à grandir et à s'émanciper de pratiques qui ne conviennent pas à leur époque. Et les solutions que les uns et les autres donnent sont soit d'un ordre philosophique et abstrait, mais en tout cas, ou alors se concentrent sur des choses qui, jusqu'à présent, n'ont pas donné de bons résultats. On nous parle de bonne gouvernance, par exemple. Bien sûr que, a priori, la bonne gouvernance, c'est une chose qu'il faudrait avoir. Mais quand vous regardez un peu, vous creusez, vous vous rendez compte que tous les pays, toutes les nations, toute l'histoire du monde est à peu près la même. Une chose que l'on oublie, c'est que jusqu'au XVIIIe siècle, toutes les régions du monde étaient pauvres. Jusqu'à la révolution industrielle, le revenu par habitant au Kenya, ce qui est aujourd'hui le Kenya, était à peu près le même que le revenu par habitant ici à Paris, jusqu'au XVIIIe siècle. Pendant 1400 ans, il n'y a pas eu... Tout le monde était pauvre. Et puis, il y a eu la révolution industrielle, et certains pays ont commencé à trouver le moyen d'élever les niveaux de vie. Alors, on oublie ces choses-là, et puis on se concentre, à mon avis, sur des solutions qui n'en sont pas. On nous demande de construire des institutions, par exemple. Bien sûr qu'il faut construire des institutions. Mais l'histoire du monde montre qu'aucun pays n'a eu des institutions solides telles qu'on les voit aujourd'hui quand tout le monde avait faim. Il y a un économiste de Harvard qui s'appelle Edward Glaeser, qui est à mon avis un des plus brillants aujourd'hui, qui a écrit un gros livre sur la corruption aux États-Unis. Il faut lire ce livre pour comprendre, je pense, cette question des institutions. Lorsque les États-Unis, pays que l'on dit être le plus avancé aujourd'hui dans le monde, étaient au niveau de revenus par habitant, où sont la plupart des pays africains aujourd'hui, il y avait plus de corruption là-bas et plus de mauvaise gouvernance qu'il y en a aujourd'hui en Afrique. Simplement pour vous dire que
la bonne gouvernance, comme les institutions, comme la lutte contre la corruption, elle est très difficile, sinon impossible à mener de manière satisfaisante lorsque les gens ont faim. Et je trouve que les intellectuels africains, quand ils discutent d'eux-mêmes, ont parfois tendance à négliger l'économique. Et quand ils en parlent, c'est pour le réduire à l'économisme. Évidemment, il y a une grosse différence. Alors moi, je suis là pour suggérer que lorsque l'on fait de la philosophie, lorsqu'on veut penser l'Afrique, lorsqu'on veut penser le monde, on doit penser à ceux qui ont faim, à ceux qui ont besoin d'emploi, pour affirmer leur dignité. Il y a même beaucoup d'intellectuels africains aujourd'hui qui critiquent la croissance économique. Ah oui, c'est mauvais, paraît-il. La différence entre les pays que l'on dit pauvres et les pays que l'on dit riches est simplement une différence de capacité de production. Bien sûr, on doit savoir quel type de croissance, quel type de mode de production, jusqu'où, quels sont les arbitrages, les trade-off, comme on dit en anglais, qu'il faudrait faire. Mais faire des théories pour dire que l'Afrique aujourd'hui devrait se contenter de philosophie éthique sur elle-même, à mon avis, c'est une grave erreur et ça ne résoudra aucun problème. Alors, une ou deux choses, et puis je vais en finir pour qu'on ait l'occasion peut-être d'avoir des questions et des bagarres. Lorsque vous demandez aux gens qui aujourd'hui dirigent les plus grandes institutions internationales qu'est-ce qu'il faudrait faire en Afrique, il y a beaucoup de mauvaises idées qui sont malheureusement mises en avant. Une de ces idées consiste à dire qu'il faut continuer à soutenir l'agriculture de subsistance. Parce que le raisonnement étant que la plupart des gens en Afrique vivent de l'agriculture et que c'est ce qu'il faudrait faire. Bien sûr qu'il faut soutenir l'agriculture, mais pas l'agriculture de subsistance. L'agro-industrie, l'agriculture dans laquelle on peut développer la productivité. Parce qu'une société augmente son niveau de vie quand elle augmente sa productivité. Et le discours anti-productivité que l'on entend aujourd'hui sur l'Afrique est, à mon avis, assez dangereux parce qu'il entretient la paupérisation et la misère et il justifie et justifiera les migrations incontrôlées que l'on a et que l'on aura encore. Il est incroyable que l'Europe ait passé des décennies à construire l'Union européenne et qu'aujourd'hui, un groupe de migrants soit pratiquement en train de mettre fin au projet européen. C'est incroyable. Je pense que si les pays africains et si les pays d'où viennent ces migrants avaient des niveaux de vie comparables à ceux-ci, où on pouvait avoir des universités et des collèges, peut-être pas de France, mais du Burundi ou du Cameroun, il y aurait moins d'instabilité dans le monde, moins de guerres probablement, et certainement moins de migration incontrôlée. Et l'Europe pourrait tranquillement construire son projet pour devenir un jour les États-Unis d'Europe, ce que malheureusement elle est loin pour l'instant d'atteindre. Une autre idée saugrenue est la valorisation du secteur informel. Il y a comme un exotisme des intellectuels qui célèbrent le secteur informel. Le secteur informel permet peut-être à quelques personnes de survivre dans des conditions très difficiles, mais il ne permet pas à une société de se transformer et il ne permet pas à des êtres humains d'affirmer leur dignité. Alors je suis là juste pour suggérer que les experts et les spécialistes du cerveau pensent aussi aux ventes. Merci beaucoup. Merci Célestin Monga. Donc on a fait un petit tour d'horizon ici où on a pu
penser l'Afrique en philosophie, avec le statut du penseur, avec la question de la traduction, avec la question de la navigation des langues, de la langue en langue, ou des langues avec les langues, mais on a vu les subtilités. On a pensé aussi aux outils de la philosophie africaine qui devraient intégrer la palabre même africaine, trouver d'autres méthodes de pouvoir regarder cette philosophie africaine. On a pensé aussi la littérature en nous méfiant aussi de cette bibliothèque coloniale avec Lydie Modiléno. On a pensé comment la littérature africaine devrait se prendre en main, mettre aussi peut-être la question de l'engagement avec la vocation de Mongo Betty. Et puis, on a pensé pratique, le côté ventre, avec Célestin Monga, dont vous avez apprécié l'humour, qui vous a dit que les économistes n'étaient pas des gens avec qui on pouvait dîner à midi. Mais là, il a expliqué avec une précision comment aussi, en dehors du fait que nous pouvons élever la pensée, discuter les concepts et même regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette pensée africaine, l'économique est aussi là. Elle peut primer, un peu comme quand on nous enseignait la philosophie marxiste-léninisme. Je parle sous le contrôle de mes amis philosophes, où on disait toujours que c'est vrai qu'il y avait la superstructure, mais l'infrastructure avait tendance souvent à donner une coloration à la superstructure. C'est-à-dire que nous pensons en général selon la couleur de l'économie qui nous gouverne. C'est pour cela que j'avais estimé que Célestin Monga serait là comme le gardien du temple économique pour pouvoir nous remettre sur les rails lorsque nous oublions trop le ventre. Mais il reste aussi un grand écrivain, il est très modeste, recueil de poèmes publiés, des textes de récits qu'il a dû publier dans ce sens. Maintenant, je vais laisser peut-être quelques petites minutes brèves, c'est-à-dire chacun de vous peut-être 2-3 minutes, pour si vous avez quelques éventuels, entre vous d'abord, éventuelles questions ou plutôt remarques, rajouts sur ce que l'un de vous a dit ou l'autre aurait voulu dire, ça ferait plaisir. Et par la suite, je donne à la salle pour 3 ou 4 questions. À la salle, ne vous en faites pas, je rappellerai qu'on soit bref aussi. Alors, donc, dans le désordre, celui qui veut intervenir sur le sujet de l'un ou de l'autre, voilà. Lydie, voilà. J'espère le micro, ça marche, voilà. Ah, voilà. Oui, c'est pour lancer la discussion de ce côté-ci de l'amphithéâtre, peut-être ce qui ressort de nos communications autour de la question de penser l'Afrique, c'est qui la pense. Est-ce qu'on en a peut-être fini avec la question des légitimités de certains à les penser entre l'Europe et l'Afrique, mais aussi à l'intérieur de l'Afrique. On parle d'une sorte d'opposition entre d'un côté les pratiques, le cerveau, le ventre, etc. Est-ce qu'on est toujours dans un discours concernant la légitimité de ceux qui peuvent penser l'Afrique, ou est-ce que finalement l'Afrique ne gagnerait pas à accepter une pluralité de modes de pensée et puis une redéfinition de ce qu'est un intellectuel aujourd'hui? Voilà. Voilà, donc c'est pour lancer la polémique. Peut-être. Merci. Non, je prends bien le point de Lydie. Je ne pense pas que ce soit une question de légitimité des gens qui pensent l'Afrique. C'est plus une légitimité de ce qu'ils en disent. Et encore une fois, de mon point de vue, une légitimité des politiques, des décisions, des choix qui sont faits par les Africains pour eux-mêmes. Je ne pense pas que des gens en Chine se préoccupent de savoir ce que pense d'eux le président du Cameroun. Ça, vraiment, ça les laisse à 37 degrés. Mais ils ont des problèmes concrets à résoudre et ils essaient de les résoudre. Or, il me semble que les grandes solutions qui ont permis aux nations, non seulement occidentales, mais aussi orientales, d'autres, de se sortir de la misère, de la pauvreté, et donc d'être en situation où ils peuvent débattre de ce dont ils veulent, ces grandes solutions-là ne sont pas évoquées pour l'Afrique. La raison principale pour laquelle
les pays sortent de la pauvreté et se hissent progressivement à des niveaux de revenus intermédiaires et de pays à un revenu élevé, elle est très simple, c'est l'industrialisation. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas un pays au monde, peut-être un ou deux petits comme Singapour, qui sont passés de la situation de pauvreté à la situation, j'allais dire, de richesse, ou en tout cas de niveau de revenus élevé, qui leur permettent donc d'assurer la santé pour le plus grand nombre, l'éducation pour le plus grand nombre. C'est l'industrialisation, parce que c'est l'industrialisation qui permet d'avoir les niveaux de productivité et donc qui permettent aux gens d'avoir des emplois décents, d'avoir non seulement des revenus, mais aussi la dignité, la confiance en eux, qui leur permet ensuite de faire les choix philosophiques qu'ils souhaitent pour leur société. Alors, si on n'industrialise pas l'Afrique, dans 100 ans, j'ai peur qu'on ait encore ce genre de colloque pour en parler. Donc, je ne dis pas ça parce que je travaille à l'ONUDI, j'ai fait l'essentiel de ma carrière à la Banque mondiale et dans les universités, donc je ne suis pas là pour défendre un drapeau, c'est simplement des faits. Il n'y a pas un seul pays pratiquement dans le monde qui soit sorti de la pauvreté sans l'industrialisation. Mais pourtant, l'industrialisation africaine semble ne pas préoccuper les penseurs. Bien sûr qu'il y a des coûts à l'industrialisation, mais l'avantage de l'Afrique, c'est que comme elle commence après tous les autres, elle peut éviter les erreurs des autres. Elle peut développer des modes, des choix technologiques qui ne l'emprisonnent pas dans des énergies fossiles, par exemple, qui polluent la planète et qui détruisent l'environnement. Donc l'Afrique a en fait plus d'options que les autres. Une dernière chose, avant le XVIIIe siècle, il a fallu 1400 ans à l'Occident pour doubler le revenu par habitant en Occident. 1400 ans avant le XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, avec la révolution industrielle, c'est passé à 70 ans en moyenne pour doubler le revenu par habitant. Au XXe siècle, 35 ans seulement. La Chine l'a fait en 12 ans. En parenthèse, il y a moins de 40 ans, le revenu par habitant en Chine était 5 fois inférieur à celui de mon beau pays, le Cameroun. 5 fois inférieur, en 79. Aujourd'hui, je ne vous donne pas les proportions parce que je veux garder ma dignité de Camerounais. Qu'est-ce qui se passe avec la lumière? Dès que la conclusion économique, il faut économiser la lumière aussi. Peut-être une réaction sur les deux philosophes, le croisement entre le monde, le croisement entre la traduction des langues philosophiques, etc. D'abord, tu m'as inquiété tout à l'heure en parlant de Felwine Sarr. Je me suis dit, mais est-ce que Achille veut prendre sa retraite? Le jeune Achille. Une chose, sur le croisement entre Séverine et moi-même, évidemment, qui sommes de vieux complices, c'est la complicité qui est vieille et naturelle, ça m'a fait penser à une chose, les curricula. Comment enseigner la philosophie, et un peu partout, pas seulement en Afrique, partout. En élargissant son histoire et en élargissant sa géographie. Séverine a indiqué pourquoi, en fait, on manque quelque chose si on n'a pas une géographie de l'activité philosophique humaine beaucoup plus large que les territoires étriqués qui font l'objet des manuels de philosophie. Il y a également la démarche historique elle-même. On a construit, et ça c'est récent, c'est à partir du XIXe siècle, et à partir de Hegel pour l'essentiel, qu'on a construit l'histoire de la philosophie de cette manière aussi étriquée, qui commence par le miracle grec. Les miracles, c'est pratique, ça n'est précédé par rien. Miracle grec, Antiquité, Europe médiévale chrétienne, et chrétienne latine, d'ailleurs même pas chrétienne grecque ou byzantine, et ensuite monde contemporain. Quand on fait cela historiquement, on manque énormément de choses. On manque le fait qu'il n'y a pas seulement un commencement grec, partout où les humains ont pensé et qu'ils ont réalisé qu'ils étaient des êtres qui étaient destinés à mourir
et qu'ils se sont interrogés sur le sens de leur existence, ils ont pensé. Et les Grecs eux-mêmes savaient tout ce qu'ils devaient à l'Égypte ancienne. Ensuite, le passage à l'Antiquité, vous ne pouvez le construire comme c'est construit dans les manuels philosophiques qu'en évacuant, je l'ai dit tout à l'heure, la partie byzantine de l'époque médiévale, mais également la partie juive et la partie islamique. Et donc, reconstituer les curricula autour de cela, autour d'un élargissement véritable de l'histoire, parce que vous ne pouvez pas penser l'histoire de la philosophie médiévale si vous n'entrecroisez pas toutes ces histoires. Quelqu'un qui est ici dans cette auguste institution, Alain de Libera, l'a dit de manière tout à fait éloquente. Et de la même manière, élargir la géographie, il me semble que ces deux implications du propos de Séverine sont des implications importantes. Lydie a dit une chose très importante également. La littérature elle-même est directement pensée. Et ça, je crois que c'est une chose, vous êtes un certain nombre d'écrivains talentueux ici, qui manifestaient et illustraient cette idée. Autrement dit, pendant très longtemps, les critiques littéraires, qu'est-ce qu'ils ont fait quand il s'agissait de la littérature africaine? Ils se sont comportés en anthropologues. Ça veut dire que les textes littéraires étaient pour eux des documents à partir qu'on allait traverser très rapidement pour aller chercher ce dont ils sont précisément les documents. C'est une démarche proprement anthropologique qui a ignoré, me semble-t-il, toute l'épaisseur à la fois littéraire et l'épaisseur philosophique qu'il y avait dans l'acte d'écrire en Afrique. Et je crois que c'est très important que Lydie nous ait rappelé que la littérature africaine n'est pas un document pour anthropologues, mais qu'elle est une manière de se donner l'Afrique et de questionner l'Afrique. Et Séverine, est-ce que j'étais en train de penser, par exemple, faire simplement l'éloge, par exemple, d'une résolution des conflits d'Afrique en reprenant les éléments de la tradition? Est-ce que la seule solution, c'est toujours de retourner dans ce qui était traditionnel, comme s'il y avait une méfiance éternelle sur la modernité? Non, c'est pas de retourner pour regarder, et c'est pas du tout l'idée d'avoir une vision, un regard même nostalgique du passé africain, mais ça a été pour un certain nombre de penseurs de dire que après tout l'héritage, enfin après l'histoire de l'esclavage et de la colonisation et de dévalorisation des pensées africaines, il fallait regarder aussi dans ces sociétés africaines ce qui pouvait encore avoir sens aujourd'hui et ce qui pouvait essayer de trouver d'autres manières de penser un certain nombre de questions. Sur la question de la justice, on peut avoir une vision de la justice comme on l'a aujourd'hui en Occident, où on cherche à punir l'acte criminel et puis mais on voit bien que même ici aussi, il y a un moment donné, il faut penser à la fois... il y a tout un nombre de philosophes qui travaillent ici sur qu'est-ce que la justice veut faire. Est-ce qu'il s'agit uniquement de punir ou est-ce qu'il s'agit de réhabiliter le criminel ensuite dans la société? Il faudra bien un moment ou un autre qui revienne dans la société. Est-ce que le passage par la prison permet ça? Pas nécessairement. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que dans la justice, est-ce que le fait de punir le criminel suffit à la victime de retrouver l'estime de soi qui a été brisée et perdue dans l'acte criminel? Est-ce que, en allant puiser dans certains modes traditionnels africains, des philosophes se sont rendus compte qu'il y avait là toute une réflexion et une manière de gérer les conflits qui pouvaient répondre à ça. Et justement, effectivement, Bidima, quand il réfléchit sur la palabre, c'est à la fois, il s'appuie sur certaines manières de résoudre les conflits dans la culture biti dont il est issu, mais il s'appuie énormément sur la réflexion de Paul Ricoeur, qui n'est pas du tout béti ni africain. Donc on voit très bien là qu'on peut aller puiser dans différents corpus pour avoir une réflexion proprement contemporaine. Et à la limite, ce que Bidima a dit de la parole, moi, en tout cas, comme citoyenne française, ça me fait sens sur quelle est l'utilité, le rôle de la justice ici. Et je voudrais revenir sur ce que vient de dire Souleymane Bachir-Diagne, élargir la géographie du corpus philosophique, c'est aussi avoir le choix de la philosophie que nous voulons pratiquer.
Est-ce que, effectivement, il est important de rappeler que la philosophie n'a pas toujours été la philosophie telle qu'on nous l'enseigne dans les départements de philosophie aujourd'hui en France, que ça c'est le fruit d'une histoire de la philosophie qui a écrit sa propre histoire au XIXe siècle et qui le fait en excluant aussi tout ce qui n'est pas de l'Occident. Et donc, le XIXe siècle, c'est aussi la période de la colonisation. Et je crois que ça, on ne peut pas ne pas le rappeler. Et il y a un certain nombre d'arguments qui ont été avancés pour dire que l'Afrique n'avait pas de philosophie. Notamment, un des arguments était de dire qu'il ne pouvait pas y avoir de philosophie sans écriture. D'abord, il y a deux choses qui sont fausses quand on dit ça en parlant de l'Afrique. C'est que d'abord, il y a des écritures africaines. Elles sont ignorées, mais il y a des écritures africaines. Donc, il y a des textes écrits dans des langues africaines. Et puis aussi, Socrate n'a jamais rien écrit. Donc, il s'agit aussi de repenser ce qu'est la philosophie et de ne pas perdre à l'esprit que la philosophie n'est pas seulement une réflexion systémique, mais c'est aussi une manière de vivre. Et donc, ça nous amène à réfléchir, nous, philosophes occidentaux, sur notre propre manière de concevoir et de penser de manière philosophique. Merci beaucoup. Donc, on va prendre peut-être quelques questions dans la salle. Je crois que on va peut-être regrouper. On va prendre 3 pour l'instant. Et puis, ils répondront, parce que la table des écrivains arrive tout à l'heure. Les Samy Tchak, je les vois déjà là, les Lucie Moussita et autres. J'espère que Goz et Nyanguna sont quelque part.